La voie de la relance s'ouvre à vous. Elle passe par ici, 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 ici et ici. Le marché canadien, c'est 10 provinces et 3 territoires offrant des secteurs porteurs à cibler, des marchés insoupçonnés à développer et d'innombrables occasions d'affaires à explorer. Le saviez-vous? La valeur des exportations québécoises de biens et services à destination des autres provinces et territoires du Canada est évaluée à plus de 80 milliards de dollars. Cela représente près de 40 % de la valeur totale de nos exportations et 17 % du PIB de la province. Saviez-vous aussi que le marché canadien représente le deuxième marché d'exportation de biens du Québec dans le monde, après celui des États-Unis? Et que la valeur du commerce interprovincial de biens du Québec est 4 fois plus élevée que celle avec la Chine? La voie de la relance passe par le commerce interprovincial. D'autant que, grâce à l'accord de libre-échange canadien, vous avez accès à un marché ouvert, stable et fiable, doté d'un environnement d'affaires similaire. La relance passe aussi par l'appui concret du gouvernement du Québec et de ses partenaires. Tous font équipe avec vous pour propulser votre stratégie de développement sur le marché canadien. Enfin, s'ouvrir au commerce interprovincial, c'est créer de la richesse pour l'ensemble des régions du Québec. Plus que jamais, le Canada est un marché sans frontières qui vous ouvre la voie à un monde d'occasions d'affaires. Alors, bonjour, mon nom est Charles Milliard, je suis PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet autre événement de notre série COREX, donc de promotion des corridors d'exportation. Un événement qu'on fait, une série en fait qu'on fait en partenariat avec BMO Groupe Financier depuis déjà quelques années. Je salue d'ailleurs la présence de Claude Gagnon, président Québec de BMO Groupe Financier, qui nous adressera quelques mots en fin de rencontre. Alors, vous le savez, aujourd'hui, c'est notre 5e et dernier rendez-vous de notre mois de promotion du commerce interprovincial. Alors, il y a déjà un mois, le temps passe vite en télétravail, ceci étant dit. Donc, déjà, il y a un mois, on a eu l'occasion de lancer les activités de promotion du commerce interprovincial avec, entre autres, avec des gens d'Investissement Québec International et donc de toute l'équipe des bureaux du Québec sur le territoire canadien. On a eu l'occasion d'aller en détail dans certains secteurs d'activité, dont entre autres l'agroalimentaire, les technologies de l'information, divertissement et la semaine dernière, les biens de consommation. Et on termine donc notre tour d'horizon aujourd'hui dans le secteur des transports, un secteur, ma foi, qui est très en vogue et où le commerce est de très bon commerce, justement, avec toute cette question de mobilité durable, d'infrastructures dans le cadre de la relance économique là, suite à la crise qu'on vit actuellement. Alors, il y a des belles opportunités partout au Canada et on va en discuter aujourd'hui avec nos invités. J'imagine que si vous êtes avec nous ce midi, si vous nous avez choisi, c'est que vous êtes d'accord avec nous sur la force du commerce interprovincial, donc l'opportunité que ça représente. Bien sûr, le commerce international demeurera toujours très important pour la nation exportatrice que nous sommes, mais vraiment, il y a encore je vous dirais, des aspects inexploités de la Fédération canadienne et du potentiel économique que ça recèle. Alors, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et avant de céder la parole à nos invités et à notre animateur, donc René Vézina, que vous connaissez bien, je me permets de remercier donc les partenaires de cette série. Donc, Investissement Québec, évidemment, qui a joué un rôle crucial. Alors, merci, Mme Gatignol et toute l'équipe d'Investissement Québec. Le gouvernement du Québec, dans une plus large mesure. Commerce international Québec, donc le réseau des ORPEX, le réseau des chambres de commerce, on en a plusieurs d'ailleurs sur la ligne ce midi, et nos partenaires réguliers de Corex, donc BMO Groupe Financier, Exportation Développement Canada, Terrien Couture Jolicoeur, Investissement Québec CRIC et Mercadex International. Alors, durant la prochaine heure et demie, on aura l'occasion d'entendre à la fois des experts du commerce interprovincial, mais aussi des entrepreneurs, un entrepreneur particulièrement qui vous témoignera de la recette, peut-être, de son succès donc dans le commerce sur l'ensemble du territoire canadien. Avant de céder la parole à René, je me permets de faire une petite annonce d'intérêt et très importante pour moi et pour la Fédération. Donc, comme vous le savez, on a à la Fédération une directrice du programme Corex que plusieurs d'entre vous connaissez, donc Claudine Carpentier, qui est avec nous depuis 8 ans et qui a pris la décision donc de poursuivre un nouveau défi professionnel.
Alors, Claudine nous quittera demain pour se joindre justement à l'équipe du MRIF. Alors, c'est ce qui me console un peu, c'est que je pense que c'est une très belle progression pour Claudine de pouvoir se joindre l'équipe du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Alors, évidemment, Claudine, devant tout le monde là, qui, pour la plupart, te connaît, je veux te remercier. La qualité, la pertinence, la renommée de Correx te doit beaucoup, sinon presque tout. Alors, je veux vraiment te souhaiter grand succès et on va s'assurer d'avoir une relève avec le concours de ton collègue Florent, entre autres, d'avoir une relève qui sera vive là, et on poursuivra cette belle aventure Correx-là. Mais je fais le choix conscient de me réjouir plutôt que d'être triste et je te souhaite donc le meilleur des succès. J'ai un petit enjeu d'horaire aujourd'hui, donc je ne pourrai pas rester jusqu'à la fin. Alors, je pense un peu le coup du destin, puisque je vais te demander de co-animer donc la fin de la rencontre avec René Vézina. Alors, sans plus tarder, encore une fois, merci Claudine et je cède la parole à René. Merci. Oui, merci Charles. Effectivement, c'est le dernier épisode de cette tournée virtuelle, si on peut l'appeler ainsi, qui nous a permis d'explorer vraiment beaucoup de champs d'activité et une tournée riche d'enseignements et d'expériences, et ça va sûrement se prolonger également aujourd'hui. Et tout se fait, dans la vidéo promotionnelle du début, on entendait le mot relance. Effectivement, c'est dans un contexte de relance, de dégel, et ça tombe bien puisqu'on est à l'aube du printemps. Alors, c'est bien lancé de ce côté-là. J'espère qu'on aura l'occasion de revoir et d'explorer ces opportunités pour l'ensemble du monde des affaires, alors que l'avenir est à ceux qui s'avancent et qui osent. Et dans ce cas-ci, c'est un peu moins compliqué parce que c'est nos voisins immédiats à travers le Canada. Alors, sans plus tarder, je vous présente le déroulement de cet épisode d'aujourd'hui sur l'heure du midi. Il y aura d'abord des présentations des chefs de poste, Mme Catherine Tadros, qui est en poste à Toronto, Maude André Lefebvre, qui est du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. On pourra échanger ensemble. Suivra une présentation d'Agnès Gatignol, d'Investissement Québec International. Ensuite, de Commerce International Québec par Mme Nadine Brassard. Et il y aura ce témoignage d'une entreprise. En fait, c'est l'entrepreneur invité du jour, si je puis dire, que j'aurai le plaisir de vous présenter dans un instant. Mais d'abord, comme tout seigneur, tout honneur, allons-y avec les chefs de poste et je laisse la parole à Mme Catherine Tadros. Bonjour, merci beaucoup René. Merci Charles et j'en profite moi aussi pour remercier Claudine aujourd'hui. Il y en a parmi vous qui le savez peut-être, mais en fait, c'est notre deuxième grande tournée pour parler du commerce interprovincial. Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans maintenant, on avait fait une tournée physique et c'est Claudine qui nous avait aussi accompagnés et encadrés pour cet événement. Puis ça a toujours été un plaisir de collaborer avec la FCCQ puis travailler avec Claudine. Donc, contente de voir qu'on va continuer de travailler avec elle dans ses nouvelles fonctions. J'en profite pour la remercier pour tout son travail dans l'ombre souvent qu'elle a fait pour ces rencontres. Donc, merci, très contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler du secteur du transport cette fois, qui va clôturer effectivement la série de présentations que nous avons fait. Merci beaucoup à la FCCQ pour cette tribune de pouvoir parler de commerce interprovincial qui est fort important en tout temps, mais particulièrement en temps de relance économique pour nos entreprises du Québec. On le voit avec le nombre de demandes et l'intérêt qu'on reçoit là, pour nos services. Donc, je pense que le timing, comme on dit, est excellent cette fois-ci encore. Donc, merci. Sans plus tarder, je vais parler brièvement du Bureau du Québec à Toronto et de nos services. Et je vais essayer en moins de 10 minutes là, de faire un portrait du secteur du transport sur notre territoire. Ça va être tout un défi. Mais je vais faire de mon mieux. Donc, je partage à l'instant la présentation. Donc, voilà.
Donc, le transport, c'est un secteur en pleine mutation en ce moment. C'est pour ça que c'est un peu complexe de devoir faire un résumé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, certaines bonnes nouvelles, certaines moins bonnes nouvelles. Donc, on va démêler ça un peu aujourd'hui avec vous. Mais je vais commencer par notre bureau. Donc, le Québec a une présence à Toronto depuis près de 50 ans maintenant et nous accompagnons en moyenne environ 300 entreprises par année et on les accompagne dans leur développement des marchés canadiens, tous ceux qui sont à l'ouest du Québec. Donc, les 5 provinces et les 3 territoires qui sont à l'ouest du Québec. Et pour ce faire, on a une équipe économique de 5 personnes situées à Toronto, l'Ontario étant notre plus grand partenaire avec près de la moitié des ventes du Québec au Canada se faisant en Ontario. Mais on a aussi 3 personnes maintenant à Vancouver pour nous aider à développer l'Ouest canadien et on anticipe embaucher quelqu'un à Calgary dans les prochains mois. Et pour nous, c'est très important d'avoir des présences locales dans les différentes provinces parce qu'on sait que les réseaux d'affaires, les entreprises présentes sont, et même les cultures d'affaires sont différentes d'une province à l'autre. Donc, avoir des gens sur place nous aide vraiment à avoir cette intelligence d'affaires, ces contacts qu'on peut ensuite partager avec les entreprises du Québec. Donc, de façon très générale, pourquoi viser le marché canadien? Je commence toujours avec cet acétate. C'est important de réitérer qu'on a une monnaie commune, évidemment. Donc, ça enlève tout ce qui est risque au taux de change qu'on voit quand on fait de l'exportation à l'international. Donc, ce risque-là est éliminé quand on reste au Canada. Il y a aussi une absence d'entrave douanière, ce qui est important. Puis, on l'a vu notamment en temps de pandémie quand les frontières sont devenues un peu plus difficiles à pénétrer dans certaines parties du monde. Nous, on n'a pas ce risque-là. On a la proximité du marché. Ça vaut peut-être un peu moins pour l'Ouest canadien, mais c'est certainement vrai pour l'Ontario, par exemple, qui est notre voisin, un marché de près de 15 millions d'habitants maintenant, et aussi pour l'Est. Maud André pourra nous en parler un peu plus dans les prochaines minutes. Et aussi, on est tous régis par des institutions, des normes, des règlements qui sont similaires et encadrés par l'accord de libre-échange canadien, qui est un accord qui a été renouvelé il y a quelques années et tente toujours des gens qui travaillent activement pour éliminer le plus possible les irritants au commerce interprovincial. Donc, maintenant, pour le secteur du transport, je vais parler, on a divisé la présentation en 3 grands segments. Je vais passer beaucoup de temps sur la fabrication de matériel de transport, que ce soit pour la route, le rail, l'air ou l'eau. Mais je vais aussi mentionner les services de transport, que ce soit les services de transport de biens ou de personnes et les services connexes. Donc, si on parle, par exemple, de pièces de rechange, infrastructures, etc. Puis ensuite, conclure sur nos activités pour la prochaine année. Donc, en tout premier lieu, fabrication de matériel de transport, un secteur fort important pour nous, c'est vraiment le secteur de l'automobile. On sait que c'est un secteur très fort, notamment en Ontario. Ça représente 20% de leur économie et 28% de leur exportation. Donc, c'est un secteur vraiment névralgique en Ontario et il contribue de façon importante au PIB du pays en général. On retrouve tous les grands fabricants de l'industrie, que ce soit Ford, GM, Stellantis, qui est le nouveau nom là, pour la fusion entre Fiat Chrysler et Peugeot, Toyota, Honda, tous très présents. Et c'est entre autres à cause de la proximité géographique de l'Ontario et du Michigan, alors des villes de Détroit, plus spécifiquement, et Windsor. Donc, cette grande région-là est très intégrée dans le secteur automobile et c'est un secteur très fort. Maintenant, on voit depuis les dernières années que c'est quand même dur parce qu'il y a une baisse de production en Ontario et on s'entend qu'avec la pandémie puis les perturbations qu'on voit notamment au niveau des chaînes d'approvisionnement,
2020 n'a pas été une année de grande croissance. En fait, on voit une diminution des unités produites en Ontario. Donc, voilà pour le transport, mais dans les bonnes nouvelles, c'est un secteur qui se transforme. En fait, dans les derniers 6 mois, on a vu plusieurs annonces importantes qui démontrent des signes encourageants de renouveau. Puis on voit que ça s'oriente vraiment dans la production de véhicules électriques. Donc, fin janvier, GM a annoncé justement que leur usine de montage à Ingersoll va être transformée pour produire des camions électriques. Donc, ça a été une grande annonce ici en Ontario. Ford, son usine de montage à Oakville, va aussi subir une transformation pour pouvoir assembler des véhicules électriques. Et Stellantis, c'est en novembre dernier, a annoncé des investissements majeurs dans son usine à Windsor. Donc, en espérant que ces transformations vont pouvoir donner un nouveau souffle à cette industrie. Maintenant, en termes de fabrication de matériel de transport, pour les équipements spécialisés, il faut noter qu'on a plusieurs acteurs très dynamiques et importants sur notre territoire, que ce soit Brüller ou New Flyer, qui sont situés à Winnipeg. Brüller dans les fabricants de tracteurs agricoles, puis New Flyer pour les autobus. Il y a aussi, on a ici General Dynamics dans l'aviation militaire, par exemple, ou encore Hitachi dans le secteur plus niché comme minier et haute industrie. Donc, des véhicules pour ce type d'industrie de niche. Et quand je mets des logos, en fait, c'est parce qu'on a déjà des rapports et des contacts. Souvent, on a fait des activités avec ces grands donneurs d'ordre. Donc, ça, c'est tous des contacts que nous avons. En termes de donner un portrait de cette industrie, c'est difficile parce qu'on n'a pas trouvé, en fait, de données cumulative pour vraiment donner le portrait de où on en est aujourd'hui. Mais quand on analyse de façon individuelle, on voit qu'il y a quand même un ralentissement de production dans la dernière année dans cette industrie. Si on prend juste New Flyer, par exemple, on voit une diminution de production et de livraison d'unités de 18 % en espérant que ça va s'améliorer avec le retour à une vie un peu plus normale dans les prochains mois. Donc, en ce qui a trait à l'aérospatial, on sait que c'est un secteur névralgique là, pour le Québec et c'est là où on trouve le plus gros de la production canadienne, mais il faut mentionner que Ontario produit quand même 30 % de la production canadienne totale. Et donc, un secteur aussi important ici. Dans l'Ouest canadien, ça représente 14 % de la production en aérospatial. Donc, à ne pas négliger, loin de là. On peut voir des belles opportunités quand il va y avoir reprise des activités. Il y a beaucoup de joueurs importants avec qui nous sommes en contact. Malheureusement, les nouvelles en ce moment sont assez inquiétantes, puis on ne voit pas de reprise à très court terme. On va en parler un peu plus dans les prochaines acétates. Maintenant, pour aller, comme je vous dis, le transport, c'est un gros secteur. Tout ce qui est navire et embarcation, ainsi que le ferroviaire, en fait, ça, c'est des sous-secteurs qui ont été peut-être un peu moins touchés en ce moment, là, ce qu'on peut observer par la pandémie, parce que c'est des domaines plus nichés puis plus cycliques qui dépendent beaucoup de gros contrats, notamment si on parle des navires là, de la défense canadienne qui se font sur un grand nombre d'années, puis c'est des contrats de plusieurs milliards de dollars. Puis en fait, dernièrement, on a vu qu'il y a des contrats qui ont été alloués à notamment Irving puis Seaspan Marine, qui est basé dans l'Ouest canadien, en Colombie-Britannique. Et ça, c'est un secteur qu'on travaille conjointement avec nos collègues au Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. Donc, on va vous en parler aussi un peu plus, mais il y a des opportunités intéressantes à ce niveau. Et pour les équipements ferroviaires, c'est aussi un peu moins touché. Il y a des beaux contrats qui ont été obtenus, notamment par Alstom Bombardier, qui ont 2 usines importantes à Thunder Bay et Kingston, ici en Ontario. Donc, en termes d'opportunités, comme le titre de notre présentation, c'était une industrie en pleine mutation, c'est vrai qu'on voit beaucoup de nouveaux joueurs.
avant, c'était une industrie avec beaucoup de très grands joueurs qui existent depuis très, très longtemps, mais on voit de plus en plus de nouveaux joueurs, notamment dans les véhicules électriques. Il n'y a pas juste Tesla, mais il y en a d'autres, notamment en Asie, qui regardent à s'installer en Amérique du Nord. Donc, ça, on suit cette situation de près. Il y a aussi beaucoup de nouveaux types de véhicules qui offrent des nouvelles opportunités d'affaires, que ce soit les drones, le eVTOL que je découvre, c'est avion à décollage et atterrissage vertical, tout ce qui est aussi avions électriques et à hydrogène. On suit beaucoup le programme canadien SeaSafe qui est actif en ce moment. Puis tout ce qui est véhicules, démonstration électrique, autonome, notamment le projet Arrow de la PMA, qui est un organisme avec lequel on travaille de façon étroite, basé aussi en Ontario. Tout ce qui est sécurisation des chaînes d'approvisionnement, la pandémie a beaucoup bouleversé les chaînes d'approvisionnement. Un peu plus tard que ce matin, je lisais un article dans la presse sur les problèmes liés notamment aux éléments électroniques. Là. Donc, mais ça peut donner aussi des nouvelles opportunités parce qu'on voit qu'il y a des grands donneurs d'ordre qui vont vouloir s'approvisionner de façon plus locale. Donc, ça pourrait représenter des opportunités d'affaires pour certaines entreprises. Et aussi, on voit qu'il y a eu plusieurs annonces dernièrement, notamment du gouvernement fédéral, pour appuyer tout ce qui est autobus et véhicules électriques. Je suis sûre que ceux qui sont dans le domaine, vous êtes bien au courant de toutes ces belles annonces. Maintenant, en termes d'incertitude, très rapidement, on regarde de près tout ce qui se passe au sud de la frontière. Toutes les mesures protectionnistes américaines vont certainement avoir une incidence sur nous. Alors ça, c'est une source d'incertitude. Tout ce qui est virage vers l'économie verte, on voit un intérêt, mais on ne sait pas exactement comment ça va atterrir tout ça. Est-ce que les consommateurs qui pour l'instant, achètent beaucoup de véhicules qui sont plus gros et plus énergivores, vont vraiment adopter ce virage vert. Il y a beaucoup encore de questions qui restent sans réponse, donc ça, c'est à voir. Et en termes de la COVID, on a parlé des opportunités pour les chaînes d'approvisionnement, mais c'est aussi dans l'immédiat une source d'inquiétude. Puis c'est quelque chose qui nuit au secteur dans l'immédiat. Donc, pour ce qui est des services de transport, je pense que tout le monde sait que ça a été très durement affecté, surtout le transport des passagers, que ce soit le transport en commun qui a vécu partout au pays un déclin important. L'avion, encore, puis le déclin, c'est beaucoup lié au télétravail, mais aussi à une certaine crainte du virus dans des endroits où il y a beaucoup de gens. Et l'avion, en plus de ça, il y a les limites sur le transport par avion puis international qu'on peut faire, donc des chutes assez drastiques. Puis on le voit aussi au niveau des trains, puis des trains de banlieue. Pour ce qui est du transport des marchandises, ça a été beaucoup moins affecté. On voit une certaine baisse, notamment chez les camionneurs indépendants, mais on s'entend que tout ce qui est livraison du commerce à domicile, ça, c'est une opportunité et un secteur en croissance. Pour continuer dans les opportunités, encore plusieurs grands projets au niveau infrastructure de transport en commun. Dans la base de données qu'on consulte, le Construct Connect Insight, on voit 204 projets en cours, et notamment dans les grandes villes, que ce soit Toronto, Calgary ou Vancouver. Et on voit aussi le gouvernement fédéral qui investit, des compagnies comme Purolator aussi, qui, eux, œuvrent dans des secteurs qui sont affectés positivement par le commerce en ligne. On voit des augmentations là, de livraison à domicile de 30 en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui va demander une adaptation du secteur à ce niveau. Là, je vois que le temps court, alors je vais aller rapidement. Opportunités qu'on surveille, c'est tout ce qui est dans la réparation, entretien des équipements, services de formation, services manufacturiers. Il y a tout ce qui est déploiement de bornes de recharge, par exemple, tout ce qui est connexe à l'industrie des véhicules électriques. Mais il y a aussi toute la remise en opération des équipements après le temps d'arrêt
qui, j'espère, tire à sa fin. Il va falloir remettre, que ce soit les automobiles ou les avions ou n'importe quel véhicule en marche, et ça va demander des fois de changer des pièces, de recertifier des avions, par exemple, puis de remettre à niveau son inventaire. Donc, ça va créer des opportunités. Tout ce qui est formation, par exemple, de pilote de ligne va devoir être fait parce qu'après autant de temps mis sur pause, les gens, il faut qu'ils se reforment avant de pouvoir reprendre leurs fonctions de façon normale. Toutes les technologies visant à réduire l'intervention humaine vont avoir la cote. Et aussi, l'industrie, comme c'est un coup dur, qui sont en train de traverser un temps difficile, tout ce qui va aider l'industrie à se préparer contre une nouvelle pandémie va être plus, les gens vont être plus sensibles à ce type d'offres en ce moment, ça c'est sûr. Maintenant, pour finir, voici une liste de différentes activités que nous envisageons faire dans l'année à venir. Ça touche l'automobile, mais ça touche aussi les drones, ça touche le maritime, comme j'ai mentionné avec C-SPAN, et aussi, on travaille beaucoup virtuellement maintenant. On essaie de faire des rencontres avec des grands donneurs d'ordre. Il y en a plusieurs sur notre radar, que ce soit Amazon qui aussi revoit sa flotte de transport, GM, Ford, Toyota, Honda, Magna, New Flyer, etc. C'est toutes des entreprises avec qui nous sommes en contact. Et si on peut fédérer une masse critique d'entreprises québécoises qui ont des offres pour ces entreprises-là, ça nous permet d'organiser des rencontres avec ces acheteurs. Donc, sur ce, Benoît Breton, c'est notre expert à Toronto dans le secteur des transports. Pour ceux qui ont des rencontres plus tard cet après-midi, vous allez pouvoir le rencontrer, mais c'est le nom à retenir pour votre accompagnement sur notre territoire. Et sur ce, voilà qui conclut ma présentation. Alors, je vais repasser la parole à René. Oui, merci, Mme Tadros. Dans ce flot d'informations que vous nous avez donné, on sait à quel point c'est un secteur stratégique. Le Canada, c'est un grand pays, donc les transports, ce n'est pas étonnant que ça ait pris une place prépondérante dans notre économie au fil du temps. Il y a un mot que vous avez prononcé rapidement qui ramèneront peut-être des souvenirs aux gens qui ont suivi l'industrie aéronautique. Vous avez parlé d'un programme qui s'appelle ARROW. Et je rappellerai que dans les années 1950, c'était un programme majeur de développement d'un avion militaire piloté par le Canadien qui, malheureusement, s'est mal terminé. C'est comme s'il y avait une forme de renaissance, quoi les choses, et la vie continue. Pour le reste, je vous remercie beaucoup. On aura l'occasion de se reparler dans un instant. Je vais maintenant laisser la parole à Mme Maude André-Lefebvre, qui, elle, va nous parler des opportunités dans les provinces atlantiques. Madame Lefebvre. Oui, merci René, merci Catherine. J'ajoute rapidement ma voix à tous ceux qui ont salué le travail de Claudine. Donc, on lui souhaite la meilleure des continuités dans ses nouvelles fonctions. Puis, j'en profite aussi puisqu'on est dans notre dernière présentation du mois du commerce interprovincial pour remercier toute l'équipe de la FCCQ qui a mis sur pied cet événement qui a été vraiment un succès, je pense, pour tous. Alors, merci à toute l'équipe ainsi qu'aux partenaires. Alors, comme le disait Catherine, le secteur du transport est vraiment un secteur riche. Donc, je vais y aller tout de suite en vous partageant ma présentation. Donc, voilà. Quelques mots sur le Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. En fait, nous, on est ici en Atlantique depuis 40 ans. On a par contre un mandat économique depuis seulement 2 ans. On a 2 attachés, une qui est basée à Halifax et un attaché qui est basé ici à Moncton. Donc, ça fait 2 ans qu'on fait de l'accompagnement économique, mais nos équipes économiques sont recrutées ici, donc ont vraiment un bon réseau de contacts et donc peuvent être utiles pour les entreprises du Québec. Donc, ça va quand même assez bien. On couvre Terre-Neuve, Labrador, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Et je dirais peut-être quelques mots aussi sur le contexte. Ça fait en Atlantique, on a 3 gouvernements sur 4 qui sont des nouveaux gouvernements. Donc, il y a un changement de priorité et de politique ici. Et puis, je pense que ça génère quand même certaines opportunités pour les entreprises du Québec. Dans les priorités qui sont mises de l'avant, donc il y a tout ce qui est développement durable et technologie verte ou associée au changement climatique, j'y reviendrai. Et la modernisation économique. Donc, je tenais à le mentionner parce que ces
ces deux éléments-là là, sont générateurs d'opportunités pour les entreprises québécoises. Le secteur du transport ici, donc c'est 9,4 milliards de revenus, c'est 7 900 entreprises, 53 000 employés. Le secteur fort, sans surprise, évidemment, on est au bord de l'eau, c'est le maritime, mais il y a quand même le secteur ferroviaire qui est intéressant, le secteur routier où il y a des grandes entreprises qui sont installées ici. Et l'aérien. Dans cette présentation ici, je vais surtout me concentrer sur le maritime et le transport terrestre, parce que c'est vraiment deux secteurs qui actuellement présentent des opportunités intéressantes. Quelques mots sur le maritime rapidement. Donc, c'est 33 milliards de marchandises qui ont été exportées à travers le monde à partir des provinces atlantiques. Le secteur ferroviaire, de son côté, c'est un secteur, je mentionnais, qui est important. En fait, la ville de Moncton, historiquement, s'est construite autour du secteur ferroviaire. Et puis le routier, bon, je mentionnais quelques entreprises, grandes entreprises qui sont ici. Puis on compte 26 aéroports là, pour le secteur aérien, 26 aéroports là, ici. Qui couvrent le territoire de l'Atlantique. Les principaux aéroports sont à Halifax, Nouvelle-Écosse et Saint John, évidemment, sans surprise. Je vais aussi mentionner quelques mots sur le transport qui est associé au tourisme ou on fait le transport d'agrément. Donc, il y a vraiment le secteur des croisières ici, est vraiment un secteur important. En fait, c'est un secteur qui occupe une plus grande... en fait, qui a plus d'importance dans l'industrie du transport ici qu'ailleurs au Canada. Donc, je pense que c'est important de le considérer là, si vous avez des produits ou des services qui sont destinés à ce secteur-là. Bon, les tendances dans ce secteur-là, je dirais qu'il y a un rattrapage technologique, là, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la conférence économique des provinces atlantiques là, qui disait récemment qu'il y a vraiment un retard technologique en Atlantique. Donc, pour toutes les entreprises qui offrent des solutions technologiques ou de modernisation, il y a des opportunités. Bon, je l'ai mentionné déjà, tout ce qui est technologie associée au développement durable ou au changement climatique, à la lutte contre les changements climatiques, réduction des gaz à effet de serre, électrification des transports, il y a de la demande aussi. Quelques mots sur nos résultats de l'année dernière, là, juste pour vous donner un aperçu de l'importance du secteur du transport. C'est 86 de nos résultats d'accompagnement qui étaient dans le secteur du transport. Donc, vraiment, il y a des opportunités ici. Juste un petit graphique rapidement là, qui je trouvais intéressant dans le contexte de cette présentation, ou en fait du thème d'aujourd'hui, c'est les importations de marchandises de la Nouvelle-Écosse, donc les importations internationales. Et c'est pratiquement la moitié là, qui sont dans le domaine du matériel de transport, donc 5 points proche 6 milliards de dollars qui sont importés. Et ça, c'est juste pour la Nouvelle-Écosse. Donc, ça démontre l'importance de ce secteur-là ici. Et évidemment, c'est des parts de marché qui sont occupées par des entreprises internationales qui pourraient éventuellement être occupées par des entreprises québécoises. Donc, quelques mots, le segment, je passe à la prochaine, on a le train compté. Donc, ici, dans le secteur maritime, il y a 4 des 17 administrations portuaires qui relèvent de la loi maritime du Canada là, qui sont ici. On parle du port de Belledune, du port de Saint John, du port d'Halifax et du port de Saint-Jean-Terre-Neuve. Et autour de ces administrations portuaires-là, il y a tout un écosystème intégré là, d'entreprises ferroviaires ou de transport, de fournisseurs de solutions technologiques, d'entreprises de transport maritime là, qui gravitent autour de ces ports-là et qui créent un écosystème économique important. Là. Donc, pour toutes les entreprises qui ont des produits ou des services à offrir à ce genre d'écosystème-là, il y a vraiment des opportunités intéressantes ici. Si on prend le port d'Halifax, le PIB direct généré par le port, c'est 2,45 milliards de dollars. C'est 13 600 emplois. Puis c'est un volume de 4,2 millions de tonnes métriques de cargo là, en 2020 qui sont passés par ce port-là. C'est la seule porte d'entrée sur la côte Est accessible aux navires de classe Ultra. Et puis, ils sont en processus actuellement d'agrandissement. C'est un projet de 35 millions de dollars là, pour agrandir le port d'Halifax. À ça s'ajoute que les autorités souhaitent aussi, là, comme je le mentionnais, réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 10 % en 2017 et 2027. Donc, là aussi, il y a des opportunités. Je mentionnais, là, évidemment, il y a le secteur, parce que le port fait évidemment du fret, là, mais il y a aussi un terminal pour les croisières. Puis, pour vous donner une idée, en 2019, c'était 179 bateaux de croisière là, qui se sont arrêtés au port d'Halifax avec 323 709 passagers.
2020, c'était pas mal zéro dans les deux colonnes, mais on peut s'attendre à ce que ça reprenne éventuellement. C'est un secteur qui peut être intéressant. Le port d'Halifax est desservi par l'ECN puis par un autoport pour le transbordement qui accueille annuellement 185 000 véhicules. Donc, c'est vraiment un écosystème intéressant là, pour les entreprises du Québec. Le port de Saint-John, de son côté, c'est le plus grand port de l'Est canadien en termes de volume, avec une moyenne annuelle autour de 25,4 millions de tonnes métriques de marchandises, dont du vrac, du solide, du liquide, des marchandises. On peut s'attendre à ce que la croissance continue là, dans ce port-là parce qu'il y a une entente qui a été signée là, jusqu'en 2025 avec Hapag-Lloyd pour que le port de Saint-John desserve Hapag-Lloyd. Puis, il y a en fait, le Canadien Pacifique est aussi dans cette entente-là, donc ce qui devrait augmenter le trafic au port de Saint-John. Et puis là aussi, il y a des investissements là, pour moderniser, agrandir le port, des investissements d'une valeur de 205 millions de dollars. Il y a aussi là, les ports de Saint-John et Belle-Dune, donc c'est des plus petits ports, donc je vais peut-être pas les couvrir aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions par rapport à ces ports-là, on pourra répondre à vos questions en dehors de cette présentation. Il y a aussi, toujours dans le maritime, les chantiers navals qui sont vraiment intéressants. C'est 18 chantiers navals là, qui sont établis en Atlantique. Et puis, juste pour vous donner une idée d'opportunité actuellement, puis Catherine le mentionnait, mais le gouvernement canadien a octroyé à Irving Shipbuilding un contrat là, pour la livraison de 15 navires de combat. C'est un contrat de 60 milliards de dollars. Donc, et puis, évidemment, il y a des obligations de contenu canadien. Et jusqu'à présent, là, on évalue que, en fait, il y a un site Internet là, de Irving Shipbuilding. On peut voir les contrats octroyés à des fournisseurs. Il y a 456 millions de contrats qui ont été octroyés à des entreprises québécoises qui sont autant à Montréal qu'à Saint-Jérôme, Longueuil, Québec. Donc, il y a vraiment là, des opportunités. Puis, la possibilité de s'intégrer dans le réseau des fournisseurs là, pour la construction de ces bateaux-là qui va durer sur vraiment plusieurs années. Donc, je pourrais revenir peut-être dans la section des questions, mais il y a possibilité, là, il y a toute une mécanique là, pour s'inscrire dans les processus de fournisseurs de Irving Shipbuilding là, pour profiter de ces contrats-là. Le transport terrestre ou l'industrie du camionnage, c'est aussi un secteur très important ici. Puis on a accompagné des entreprises québécoises là, pour se faire une place auprès de ces entreprises-là. Donc, il y a plusieurs, en fait, on pourrait qualifier ce secteur-là là, de trois, là où on peut diviser en trois plutôt secteurs. Donc, les entreprises qui font du transport, comme par exemple Armour, DNROS, Midland. Il y a les entreprises qui font du courrier. Il y a les entreprises aussi là, qui sont dans le transport de leurs propres marchandises comme Sobeys ou Kent dans le domaine des quincailleries, là, qui ont aussi leur propre, qui ont des importantes flottes de transport là, où on peut offrir des services. Pour vous donner une idée, donc DNROS, c'est 3 500 employés, puis 8 000 semi-remorques et puis 3 750 tracteurs. Donc, c'est vraiment des entreprises d'ampleur. Je passe sur les autres. Donc, voilà. Et en fait, les occasions qui sont ici, c'est vraiment là, pour tout ce qui est entretien de la camion aussi. Je mentionnais, il y a vraiment une volonté d'électrifier. Donc, tout ce qui est électrification des transports ou camions électriques, véhicules électriques, il y a vraiment des opportunités intéressantes. Là, j'y reviendrai. Mais aussi tout ce qui est nouvelles technologies là, pour gérer les routes, la logistique, etc. Il y a vraiment des opportunités intéressantes. Il y a les marchés publics aussi, je pense, qui sont importants de mentionner. Donc, les gouvernements des provinces atlantiques sont vraiment orientés vers une transformation pour réduire les gaz à effet de serre. Puis les transports occupent une place importante dans ces politiques publiques-là. Ça génère des opportunités vraiment intéressantes. D'ailleurs, à l'île du Prince-Édouard, l'île du Prince-Édouard, le gouvernement de l'île du Prince-Édouard a annoncé qu'elle allait électrifier sa flotte d'autobus. Et donc, on parle de 300 autobus là, à remplacer. Puis, il y a une entreprise québécoise là, qui s'est taillée une place là-dedans pour 12 autobus. Donc, un contrat là, de plusieurs millions de dollars là, pour fournir des autobus électriques. Donc, c'est vraiment le secteur du marché public est vraiment un secteur à surveiller ici. À ça s'ajoute que le gouvernement fédéral, vous avez peut-être vu passer, a annoncé des investissements de 14,9 milliards pour le transport en commun et 2,75 milliards pour l'achat d'autobus électriques. Vous
va être sûr que les gouvernements ici en Atlantique, tant provincial que les administrations municipales, vont profiter de ces enveloppes-là pour faire des changements dans leur flotte. On le voit déjà. Donc voilà, quelques exemples en Nouvelle-Écosse. Je parlais de l'île du Prince-Édouard. En Nouvelle-Écosse, le nouveau premier ministre a promis en campagne 80 millions de dollars pour le transport public. Puis il a annoncé récemment des mesures pour l'achat de véhicules électriques. Puis il y a vraiment le projet de développer le transport électrique. Et puis pas juste sur les véhicules routiers, mais aussi sur les véhicules pour tout ce qui est transport maritime. L'île du Prince-Édouard, j'en ai parlé. Et puis au Nouveau-Brunswick, le plan d'action en changement climatique du gouvernement compte 4 mesures là, qui sont spécifiquement dédiées à l'électrification des transports. Donc, vraiment, il se passe quelque chose aussi là, au niveau des marchés publics. Pour les véhicules personnels, l'île du Prince-Édouard a annoncé un programme de 500 000 $ pour l'achat de véhicules électriques. La Nouvelle-Écosse, 9,5 millions pour l'achat de véhicules électriques. Et puis récemment, toujours en Nouvelle-Écosse, il y a 1,1 million qui ont été annoncés là, conjointement par le fédéral et le provincial pour la création d'un réseau, d'un système intelligent de recharge de véhicules électriques intégrés. Là. Donc, vraiment un système intégré. Donc, encore là, des opportunités là, pour toutes les entreprises qui sont soit dans les technologies liées directement à l'électrification, mais tout ce qui est associé à ça, le logiciel qui permettent l'amélioration du trafic, la logistique, etc. Ça, c'est nos activités. Rapidement, je ne vais pas les passer une par une, mais c'est beaucoup des accompagnements particuliers ou de l'accueil de donneurs d'ordre. Donc, je pense que nos PowerPoints vont être partagés. Vous pourrez y jeter un coup d'œil et puis, par le biais des équipes d'investissement Québec International, là, faire signe s'il y a de l'intérêt. Puis, évidemment, on fait aussi de l'accompagnement personnalisé. Donc, on est là pour ça. Je termine avec notre équipe, donc Mélanie Roy qui est à Halifax et Pierre Martin qui est à Moncton. Vous voyez les secteurs, en fait, et puis je spécifie leur mandat n'est pas associé à leur territoire, mais vraiment au secteur couvert. Donc, on couvre nos deux attachés couvrent les 4 provinces atlantiques. Donc, j'ai sans doute déjà dépassé mon temps, alors j'arrête ici et je repasse la parole à René. Un peu à peine, mais comme c'est vraiment un secteur très stratégique, on voit que dans l'Atlantique, il y a des gros joueurs. Vous avez parlé de Dan Ross, il y a Irving Shipbuilding. Il y a des donneurs d'ordre importants. La question surgit toujours quand on parle des marchés, là, ce que l'on a fait depuis le début de ces épisodes de commerce interprovincial. C'est toujours un peu la même question, sauf que là, on a peut-être davantage de prise en vous disant, étant donné la taille du marché qui, dans l'ensemble, est quand même relativement modeste si on compare à ce qu'il y a ailleurs au Canada, mais eu égard au fait qu'il y a quand même des entreprises majeures qui opèrent sur le territoire. Donc, il est toujours pertinent, je présume, de déployer de l'énergie, temps, argent pour investir ces marchés. Tout à fait, tout à fait. En fait, on est un peu, je dirais, on est un secret bien gardé, là, où en fait, les provinces atlantiques sont un secret bien gardé. En fait, c'est vrai que les provinces atlantiques sont petites en termes de population que de territoire. Par contre, il y a vraiment des gros joueurs ici. Là, on en a mentionné quelques-uns, Irving Shipbuilding, McCain aussi, là, qui est pas spécifique, qui est plus dans le domaine agricole, mais qui est une grande entreprise qui peut offrir des contrats intéressants dans d'autres secteurs. Donc, il y a des gros joueurs. C'est intéressant, les entreprises à l'extérieur des provinces atlantiques, ils ne pensent pas toujours. Donc, il y a vraiment une opportunité de se positionner auprès de ces grands joueurs-là qui peuvent par la suite être une porte d'entrée pour le reste du Canada aussi. Donc, ça, ce n'est pas à perdre de vue. Il y a aussi des secteurs ici qui sont en forte demande. Là. Donc, je l'ai mentionné, les technologies vertes, l'électrification des transports. Et puis, je vous dis que ça va vite. Là. Moi, je suis en fonction ici depuis le mois de novembre, puis j'ai vu des contrats se donner avec notre équipe économique ici. Là, à partir du moment où je suis arrivée, jusqu'aujourd'hui, des contrats se sont signés là, pour des véhicules électriques. Donc, ça, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire là. Il y a vraiment des opportunités intéressantes. Puis à ça s'ajoute là, le financement fédéral. Donc, ça, c'est vraiment aussi un enjeu intéressant parce que ça aide à octroyer des contrats ou enfin, ça s'ajoute au financement, à la capacité de contracter des provinces atlantiques. Donc, il y a vraiment là aussi
un atout ou enfin une opportunité à aller chercher. Puis je terminerai là, sur la proximité géographique là, du Québec. En fait, géographique, culturelle et linguistique là, pour les entreprises québécoises de faire affaire en Atlantique. Donc, on partage dans certains cas la même langue, on est près d'eux. Culturellement, on se connaît, ce qui fait que ça facilite beaucoup les affaires. Puis les gens ici en Atlantique nous connaissent les Québécoises, ont une attitude, pas une attitude, mais une perception positive des entreprises québécoises. Donc là aussi, c'est un atout. Donc, c'est vraiment pas un marché à négliger, là, je dirais. Je vous demanderais d'ajouter quelques mots. Vous en avez quand même, vous l'avez effleuré, ce sujet, vous avez parlé des occasions d'affaires qui sont liées au marché public. Et là, on voit que le gouvernement prend le devant, notamment, vous venez d'en parler sur toute la question de l'électrification. Mais comment peut-on profiter de ces appels d'offres? C'est quoi les meilleures démarches? Oui, ben en fait, je vous dirais que c'est important de le suivre parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses actuellement qui se passent au niveau des marchés publics en Atlantique. Donc, la première chose à faire, c'est dans votre secteur, d'essayer de prendre le réflexe de suivre les 4 gouvernements ont des pages Internet dédiées aux appels d'offres, et le gouvernement fédéral aussi. Donc, je vous dirais que de jeter un coup d'œil ou de développer le réflexe d'aller jeter un coup d'œil sur ces appels d'offres-là, c'est vraiment, je dirais, la première chose à faire. De notre côté, nous, on fait une veille aussi là, sur ces appels d'offres. Donc, on vérifie justement les communiqués des gouvernements. On est abonné à des chambres de commerce ou à des... je parlais du Conseil économique des provinces atlantiques qui sort vraiment beaucoup d'informations de cette organisation-là. Donc, on suit les organisations, on fait une veille qui peut... Et quand on voit des opportunités, on les partage aux entreprises via EQI. Donc, ça, c'est une autre chose. Puis, il n'est pas mauvais, justement, de fréquenter là, les regroupements régionaux dans les secteurs de chacune des entreprises, le bouche à oreille, de se faire connaître dans ces réseaux-là aussi. Le bouche à oreille fonctionne. Donc, c'est vraiment, je dirais, une stratégie à plusieurs volets. Je vais me tourner du côté de Mme Tadros maintenant. Vous avez glissé un mot dans la fin de votre présentation sur vos activités futures dans le secteur et des activités qui sont vraiment très variées, très diversifiées dans l'immense secteur du transport à travers le Canada. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Parce que je suis convaincu que dans l'auditoire des gens qui aimeraient savoir comment profiter de ce qui est présenté en termes là, de possibilité d'aller chercher les parts de marché. Tout à fait. Bien, je commencerai en disant que surtout maintenant avec la pandémie puis le fait que beaucoup d'activités sont virtuelles, beaucoup de notre temps, c'est vraiment faire de l'accompagnement individuel d'entreprises, des entreprises qui sont sérieuses pour développer le marché canadien, qui sont prêtes à développer le marché canadien aussi. Pour nous à l'ouest du Québec, évidemment. Donc, tout ce service individualisé, parce qu'on sait que la variété d'entreprises québécoises qui peuvent offrir leurs produits, leurs services dans ce secteur, c'est très, très varié. Puis, on travaille aussi, évidemment, main dans la main là, avec Investissement Québec International. Vous allez pouvoir entendre notre collègue Agnès Gatignol. On travaille avec son équipe pour accompagner les entreprises, puis elle va pouvoir vous dire là, plus en détail comment on travaille ensemble. Donc, ça, c'est l'accompagnement individuel, c'est très important, mais on essaie de profiter d'événements qui fédèrent beaucoup d'acteurs d'un même secteur, sous-secteur ensemble. Beaucoup des événements cette année ont été virtuels, mais on voit que certaines associations commencent même à parler d'événements présentiels dès cet automne. C'est le cas pour l'APMA, qui est l'Association canadienne des fabricants de pièces automobiles, notamment d'équipements pour ce secteur. On verra si ça va se concrétiser, mais c'est dans l'air. Donc, nous, on a toujours une présence québécoise au congrès annuel de l'APMA. Ça, c'est très important. Une bonne porte d'entrée. Puis c'est une association qui peut amener beaucoup, je pense, aux entreprises québécoises qui veulent vraiment se faire connaître. Ce que disait Maud André, d'être connu du milieu, de développer son réseau, c'est fondamental parce qu'il faut que les gens vous connaissent, aient confiance, vous voient aussi d'année en année, de pouvoir continuer la
la relation. Donc, ça, c'est des activités qu'on fait de façon annuelle. Puis, on est toujours à la recherche de belles entreprises québécoises qui veulent se joindre à ces groupes, à nos activités. On fait aussi des démarches auprès des grands acheteurs. Donc, en ce moment, on travaille beaucoup avec Stellantis. Comme j'ai dit, c'est né de la fusion de Fiat Chrysler et Peugeot. C'est un nouveau nom pour tout le monde. Là. Mais alors, on en a déjà fait il y a quelques semaines. On va faire une autre activité avec Stellantis. Des grosses compagnies comme ça nous dit avant qu'on fasse l'activité quels sont les besoins, les niches où ils ont vraiment besoin de fournisseurs. Et nous, on fait de la recherche avec nos collègues d'Investissement Québec International à savoir quelle entreprise québécoise pourrait répondre à leur demande. Donc, ça nous donne beaucoup d'informations aussi stratégiques là, par rapport à qu'est-ce qui est en demande chez ce genre d'entreprise. On est en discussion en ce moment avec Amazon, avec Ford, GM, Toyota. Alors, c'est des rencontres d'acheteurs qui sont sur nos radars. Donc, on va pouvoir le publiciser là, quand ça va être concrétisé. Maud André en a parlé, mais tout ce qui est maritime, on risque de travailler en tandem avec les équipes, notamment Mélanie à Halifax et Benoît ici à Toronto parce que souvent des entreprises québécoises qui vont pouvoir offrir leurs produits aux projets sur la côte Est vont aussi être les mêmes entreprises qui vont pouvoir offrir leurs produits et services sur la côte Ouest. Donc, on va faire une espèce de roadshow probablement dans ce secteur, à savoir si ça va être virtuel ou non. Aussi, tout ce qui est plus spécialisé, je n'ai pas pu en parler, mais on est très actifs, disons, dans les mines. Et les mines ont des besoins en transport très particuliers. Alors, ça, c'est un volet qu'on va vouloir amener. Donc, une offre de services transport dans des secteurs spécialisés comme les mines lors de PEDAC, par exemple, qui a lieu tous les ans à Toronto. Et en terminant, merci beaucoup. Je vais laisser la parole pour finir cet échange à Maud André Lefebvre, mais vraiment très rapidement parce que le temps vraiment a filé. Là. On vient de parler des grands acheteurs. On a dit plutôt qu'il y en avait des acteurs d'importance dans la province maritime. Vous avez parlé des NROS, par exemple. On voit d'ailleurs gros camions sur les routes un peu partout à travers le Canada, y compris à travers le Québec, sur les autoroutes. Et il y en a de plus en plus, ce qui est généralement bon signe. Et aussi Irving Shipbuilding. Et donc, brièvement, comment est-ce qu'on peut se positionner auprès de ces donneurs d'ordre pour profiter là, de l'ensemble des sous-contrats qu'on peut offrir? Je dirais d'abord, nous, en fait, la façon qu'on travaille, il faut d'abord passer par les équipes d'IQI à Montréal. Ensuite, eux nous transmettent les demandes. Puis là, on travaille directement avec les entreprises pour les mettre en relation avec les contacts qu'on a dans ces grandes entreprises-là. Puis on a des contacts, là, on est en train de le faire actuellement pour certaines entreprises avec Irving Shipbuilding, avec DN Ross et Midland. Donc, ça, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Maintenant, il faut juste savoir qu'en fait, nous, il faut que les entreprises soient prêtes, soient sérieuses, aient fait leur devoir de bien, de voir que leurs produits répondent aux attentes de ces entreprises-là parce que nous, on a des contacts et puis on les entretient aussi pour qu'ils servent au plus grand nombre d'entreprises québécoises. Mais pour ça, il faut vraiment que quand on fait une approche auprès d'une entreprise, là, ça soit vraiment structuré, qu'on soit prêt, tant nous que l'entreprise québécoise. Donc, c'est un petit message que je voulais envoyer. Mais sinon, pour entrer vers ces compagnies-là, je dirais c'est la manière de fonctionner. Sinon, pour Irving, il y a aussi beaucoup d'informations sur leur site Internet. Là, il y a un processus pour s'inscrire dans la liste des fournisseurs. Puis ça, notre conseillère Mélanie, là, pour les entreprises que ça intéresse, pourrait expliquer la procédure là, de façon plus spécifique. Eh bien, merci, Mme Lefebvre. Merci, Mme Tadros. Et pour faire la jonction, je vais laisser à Claudine Carpentier. Claudine. Oui, merci beaucoup, Maud André, Catherine, pour vos bons mots, mais aussi pour vos présentations toujours aussi riches en contenu, en occasion d'affaires concrètes. Alors, on va maintenant passer une période de questions des participants. On en a une de Simon Thibault de Propulsion Québec. Alors, on va voir si M. Thibault peut prendre la parole en direct, sinon je vous poserai sa question.
Alors, je ne le vois pas, je vais vous poser sa question. L'électrification des transports, c'est indéniable. Or, toutes les annonces dans cette filière, hormis au Québec, ne ciblent qu'à encourager l'acquisition de véhicules électriques et non pas à stimuler le développement de la capacité manufacturière en amont, de la mine à la fabrication du véhicule électrique, en passant bien sûr par les batteries. Sa question, comment le Québec peut-il œuvrer à créer une alliance canadienne des batteries et ainsi sécuriser une chaîne d'approvisionnement stable et éco-responsable pour les manufacturiers canadiens de véhicules électriques? Agnès, je pense que c'est une Oui, question. Ça. on est très actifs au niveau québécois pour créer des alliances. Donc. Oui, ben en fait, si je peux répondre rapidement, c'est une grande question, puis il y a beaucoup de projets. En fait, le gouvernement du Québec a développé, chez Investissement Québec, déjà, on a déjà toute une équipe pour travailler sur la filière des batteries électriques pour pour que le Québec développe sa place centrale et puis soit capable de non seulement d'offrir des batteries électriques, mais de les recycler, donc de traiter toute la chaîne des batteries électriques. Il y a des projets aussi avec l'Ontario, surtout le projet Arrow dont parlait Catherine sur la création d'un véhicule électrique, où là, on positionne les entreprises québécoises aussi dans ces appels d'offres. Donc, il y a vraiment plusieurs projets. Il y a aussi le lancement de l'initiative Compétiver. Vous avez sans doute vu passer l'invitation qui aura lieu demain matin de 10h à 10h30. Donc, une nouvelle initiative d'investissement Québec pour encourager les entreprises québécoises à développer des initiatives et en particulier dans l'énergie et la mobilité électrique, donc pas juste dans des subventions pour acquérir des véhicules électriques, mais pour développer que les entreprises québécoises développent des technologies et des produits en technologie propre et en particulier dans les batteries électriques. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions de l'ensemble des gouvernements, que ce soit au niveau des bureaux du Québec pour faire de la veille, mais aussi au niveau du soutien aux entreprises québécoises pour développer la filière des batteries. Merci beaucoup, Agnès. Donc, je rappelle aux participants, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, vous pouvez lever la main si vous souhaitez les poser en direct. Vous pouvez également utiliser le chat ou la section questions-réponses sur la plateforme. Donc, pour le moment, je ne vois pas d'autres questions. Vos présentations ont dû être suffisamment claires. Alors, nous allons passer directement à notre prochaine invitée que l'on vient d'entendre, Agnès Gatignol, directrice export marché canadien, qui nous présentera les services d'accompagnement offerts par Investissement Québec International et qui nous expliquera aussi quelle est la porte d'entrée pour faire appel aux services des bureaux du Québec au Canada. Alors, Agnès, la parole est à toi. Merci Claudine. Alors moi, je vais en profiter puisque je suis directement en communication avec toi pour te remercier, te féliciter pour ton nouveau poste, mais aussi pour te remercier de toute ton aide, de tout ton professionnalisme, toujours souriante, toujours sympathique pour développer cette activité-là en particulier, mais aussi l'ensemble des projets sur lesquels on a eu l'occasion de travailler avec la Fédération de la Chambre des commerces. Donc, merci beaucoup, puis au plaisir de continuer à travailler avec toi. Donc, je vais commencer ma présentation en partageant mon écran. Donc, en fait, Investissement Québec International, c'est plusieurs équipes dédiées justement à l'accompagnement des entreprises au niveau de l'exportation. Notre rôle, c'est vraiment d'aider les exportateurs québécois à prendre les meilleures décisions stratégiques et à réussir la mise en œuvre de leurs projets sur les marchés hors Québec. Nous travaillons à soutenir les entreprises dans leur développement de marché en vous aidant à mieux connaître ces marchés, à diversifier votre clientèle et à établir un réseau d'affaires mondial performant. Agnès, je t'invite à oui. mettre ta présentation en diaporama pour qu'on puisse mieux la voir. C'est ça, voilà, j'avais cliqué, mais excusez-moi. Donc, excusez-moi. Donc, effectivement, Investissement Québec International, les équipes se situent au cœur de votre cheminement pour l'accès au marché hors Québec, mais on ne travaille pas tout seul, bien entendu, pour que vous accompagner. On travaille à la fois avec nos collègues du réseau régional d'Investissement Québec pour tout ce qui est le développement de votre entreprise au niveau des différentes
fonction de votre entreprise. On travaille avec nos collègues des organismes régionaux de promotion de l'exportation. Vous allez entendre Madame Brassard un peu plus tard, vous présenter ces services. On travaille aussi avec nos collègues du CRIC pour tout ce qui est de la normalisation, de la certification pour l'accès à certains marchés, on le sait, ou à certains secteurs. On travaille bien entendu avec nos collègues du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour tout ce qui est l'intelligence d'affaires, pour tout ce qui est les stratégies qui concernent les stratégies sectorielles. Et dans la fin de l'accompagnement ou plutôt dans la mise en relation avec les occasions d'affaires qui ont été identifiées, vous l'avez entendu par les chefs de poste, que ce soit dans les provinces atlantiques, en Ontario, dans l'Ouest canadien, ou ailleurs dans le monde. Donc, nous travaillons avec nos collègues des bureaux du Québec à l'étranger, que ce soit au Canada ou un peu partout dans le monde. Investissement Québec sont des équipes à Montréal, au Québec, de conseillers spécialisés en exportation, mais ce sont aussi des attachés, des conseillers économiques qui sont répartis dans plus de 30 bureaux à travers le monde. Il y en a 9 aux États-Unis, 3-4 au Canada, si on compte les antennes. Il y en a en Asie, en Afrique, en Europe. Donc, mais pour avoir accès à toutes ces occasions d'affaires, à tous ces marchés qui ont été ciblés, la porte d'entrée est vraiment de passer par l'équipe d'Investissement Québec International. Pour l'équipe Canada, pour l'accès au marché canadien, on a une équipe constituée de 4 conseillers à Montréal, mais le 4e va rentrer en poste au mois d'avril. Donc, et pour le secteur du transport, on a une conseillère qui est dédiée à ce secteur-là, qui est Madame Bertolini Garcia, Leila pour ceux qui la connaissent. Donc, la façon dont on travaille, c'est vraiment, vous souhaitez développer vos marchés hors Québec, vous êtes dans le secteur du transport, c'est vraiment de contacter Leila qui va vous rencontrer virtuellement actuellement et qui va vous présenter l'ensemble des services qu'on peut vous offrir, qui va bien cerner vos besoins. Est-ce que c'est uniquement le Canada que vous visez, les États-Unis, l'Europe? Va travailler ensuite avec les équipes internes et avec nos collègues dans les bureaux du Québec. Donc, on se situe vraiment au cœur de l'action et de l'accompagnement qui vous est offert. Et on travaille à la fois avec nos collègues d'Ottawa, de Moncton, je le disais dans le chat pour Ottawa, donc on a une équipe aussi qui est mise en place pour tout ce qui est l'accès aux marchés publics fédéraux. Donc, là aussi, si vous souhaitez vous positionner auprès de certains appels d'offres, on peut vous accompagner et on travaille vraiment en collaboration avec l'ensemble des attachés conseillers économiques un peu partout dans nos bureaux. Donc, nos services d'accompagnement spécialisés vont du conseil sur les occasions d'affaires, vous en avez entendu parler, sur la culture et les pratiques d'affaires aussi, sur la concurrence et les stratégies d'entrée, sur le financement de projets. Nous avons accès à plusieurs programmes au sein d'Investissement Québec, dont le programme exportation, le PEX, pour ceux qui le connaissent déjà, qui est une subvention qui vous accompagne dans l'ensemble de vos développements de projets hors Québec, que ce soit de l'embauche de ressources dédiées, de la mise en conformité d'un site Internet en lien avec le commerce électronique, le raffinant au niveau de la langue, etc. Donc, ça aussi, c'est des frais qu'on peut prendre en charge. Au niveau de vos déplacements aussi, de l'accueil de certains partenaires. Et on vous aiguille aussi vers tout ce qui est la conformité de produits, les exigences normatives. Et grâce à nos collègues dans les bureaux du Québec, on va vous appuyer pour le repérage de clients, on va vous aider à planifier des rencontres d'affaires. Et on est aussi en train de développer un service un peu plus spécialisé de soutien à l'implantation commerciale. Donc, nos activités chez Investissement Québec International, on fait beaucoup d'accompagnement individuel. Donc, c'est vraiment vous rencontrer, vous comme entreprise, saisir vos besoins, vos projets et vous accompagner tout le long de ce développement-là sur l'ensemble des territoires que nous couvrons. Quand on n'est pas présent physiquement, on va s'associer avec nos collègues du fédéral aussi pour développer un réseau d'affaires performant. On développe aussi beaucoup d'activités de groupe, que ce soit des webinaires sur les marchés, des webinaires avec
des représentants d'associations sectorielles locales aussi. On fait venir aussi des acheteurs, des donneurs d'ordre au Québec pour vous rencontrer sur place. Et on fait effectivement des missions commerciales autour de salons ou non d'ailleurs. Et actuellement, depuis 1 an, on a vraiment développé toute une panoplie de services virtuels, que ce soit des accueils et des rencontres virtuelles, mais aussi des plateformes de rencontres d'affaires B2B virtuelles et sécuritaires. Donc, la façon dont on fonctionne quand vous voulez travailler avec nous, c'est vraiment de savoir quelle est votre clientèle, dans quel secteur elle se situe, ensuite quel territoire vous visez et le niveau de complexité de votre projet. Donc, je voulais terminer aussi en parlant du plan d'action pour la relance des exportations. Vous avez peut-être assisté au lancement le 3 mars dernier par M. Fitzgibbon et Mme Giraud et M. Leblanc aussi. Donc, le plan d'action pour la relance des exportations, c'est 10 actions clés qui se déclinent autour de 3 axes d'intervention pour soutenir la concrétisation de projets d'exportation, mobiliser l'expertise en information stratégique et déployer sur le terrain la force de frappe de nos collègues dans les bureaux. Donc, le marché canadien est un marché important pour vous, pour vos affaires, pour le gouvernement du Québec aussi. Donc, dans le programme d'action à la relance, on a mis une action spécifique sur le Canada. On a créé la direction Canada au Soudan d'investissement Québec pour vous accompagner sur ces territoires. Vous l'avez vu, nous avons plusieurs collègues, plusieurs bureaux au Canada aussi. Et dans le programme PAR aussi, il va y avoir une aide financière bonifiée à partir de l'été pour vous soutenir dans les différentes phases du processus d'exportation d'une entreprise. Donc, je pense que j'ai déjà dépassé mon temps, mais on est là pour vous accompagner. On ira aussi loin que vous souhaitez y aller. Et donc, au plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Agnès. Merci pour tes bons mots. C'est le plaisir est partagé de collaborer. Et merci pour ta présentation. Alors, je ne vois pas qu'il ne semble pas y avoir de questions. Alors, on va passer directement à notre prochaine invitée. Et comme vous pouvez le voir, il y a tout un écosystème de partenaires dédiés à l'exportation. Et parmi ces partenaires, il y a les organismes régionaux de promotion à l'exportation qui sont présents dans l'ensemble des régions du Québec. Alors, j'inviterai maintenant Nadine Brassard, présidente de Commerce international Québec, à nous en dire davantage sur la façon dont ils peuvent vous accompagner dans vos démarches de développement de marché en complémentarité avec les services offerts par le gouvernement du Québec. Alors, Nadine, la parole est à toi. Eh bien, bonjour à tous. Bien contente d'être avec vous ce midi. C'est encore une fois un plaisir là, de pouvoir participer à cette belle initiative du commerce interprovincial. Donc, merci beaucoup à tous les partenaires qui ont parlé avant moi et qui ont bien mis la table. J'ai encore une fois le défi de venir parler à la toute fin. Puis c'est toujours plaisant de pouvoir venir de voir tout l'écosystème qui est en place pour pouvoir aider les entreprises à l'exportation. Puis j'en profite pour dire que je partage également là, les bons mots là, pour Claudine qui ont été mentionnés par mes prédécesseurs. Pour ce qui est de ma présentation, bien, c'est sûr que pour vous, l'entreprise qui est ici aujourd'hui, c'est clair que l'exportation, ça doit être quelque chose qui est important dans votre croissance d'entreprise, puis votre présence ici le justifie. Mais souvent, vous vous demandez un peu par où commencer, puis j'ai entendu tout à l'heure Maud André qui parlait justement d'être bien préparé, tout ça. Je vais donc vous résumer de façon brève et concise en quoi les ORPEX peuvent vous aider et vous aider par où commencer avec une stratégie qui va être de développement de marché hors Québec. Donc, premièrement, qu'est-ce que Commerce international Québec? Bien, Commerce international Québec, c'est le réseau des organismes régionaux de promotion des exportations qu'on appelle plus petit les ORPEX. Vous ne reconnaissez certainement pas c'est quoi un ORPEX, mais peut-être que vous reconnaissez l'un des logos qui se situe sur la map que vous voyez à l'écran actuellement. Les ORPEX existent depuis plus de 20 ans et ont pour mission d'accompagner les entreprises dans leur développement à l'international en leur fournissant des outils, en leur faisant de l'accompagnement, ils les soutiennent dans leurs différentes démarches pour pouvoir développer les marchés internationaux ou aussi des services qui vont être adaptés à la réalité régionale et aux besoins des entreprises.
Si jamais vous ne savez pas c'est qui l'ORPEX de votre territoire, bien, je vous invite à aller sur le ciquebec.ca avec votre code postal. Vous allez pouvoir identifier rapidement quel est l'organisme qui peut vous aider dans votre région. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est une liste de différents obstacles à l'exportation que vous pouvez rencontrer, que vous avez peut-être déjà rencontrés ou que vous allez peut-être rencontrer dans vos futures démarches à l'exportation, que ce soit pour protéger votre propriété intellectuelle, développer de l'expertise pour gérer des activités internationales ou identifier des opportunités d'affaires. Bien, nous, les ORPEX, on va être là pour vous aider là-dedans puis vous diriger vers les bonnes ressources de tout l'écosystème à l'exportation qui peut vous aider dans ces démarches-là puis vous aider à diminuer le risque de votre stratégie à l'exportation. Pourquoi vous devriez travailler avec votre ORPEX? Mais nous, les ORPEX, on se situe vraiment au niveau de la préparation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec les entreprises? C'est qu'au début, on va bien essayer de comprendre votre besoin. Donc, réfléchir à qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez déjà en place, c'est quoi vos produits que vous ciblez pour l'exportation et de vraiment bien comprendre votre expertise qui est votre secteur d'activité. Ensuite, on va évaluer quel est le potentiel de marché, où vous voulez aller, c'est quoi le territoire que vous ciblez et valider justement avec tous les partenaires avec qui on travaille, notamment là, ceux que vous voyez aujourd'hui, ainsi que d'autres partenaires là, qui peuvent vous aider dans vos démarches, bien, de valider cette information-là pour s'assurer qu'il y a bel et bien là, un marché pour votre produit. Ensuite, on va élaborer une stratégie, donc un plan de commercialisation, un plan d'affaires à l'international, avec un plan d'action clair avec chacune des étapes que vous allez pouvoir poser pour le marché que vous visez et le budget qui va être rattaché à ça pour vous aider, comme Agnès vous le mentionnait, à pouvoir avoir accès aux différentes aides financières comme le PEX ou d'autres endroits là, où vous pourriez qui peuvent vous aider à propulser votre stratégie. On peut aussi vous référer vers les bons partenaires pour pouvoir agir puis déployer votre plan d'exportation dans un objectif de réussir votre commercialisation hors Québec. Donc, on est vraiment là pour vous aider à structurer votre démarche puis vous assurer d'être prêt quand vous allez démarrer là, vos initiatives sur les marchés internationaux. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Je vous souhaite bonne chance dans vos démarches à l'international puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions en lien avec l'internationalisation de votre entreprise hors Québec, bien sûr, et hors Canada. Oui, merci Madame Brassard. Écoutez, vous avez ouvert la porte, vous avez dit de toute façon qu'on pouvait vous contacter. Les présentations vont être disponibles. Vous avez montré aussi la galaxie, hein, vraiment, il y a des ORPEX un peu partout à travers le Québec. Donc, tôt ou tard, on est en contact avec un de ces organismes qui font partie de votre réseau. Là, on a parlé depuis le début de cet épisode, de cette tournée interprovinciale, des opportunités, des façons de faire, des alliances, mais il y en a qui sont déjà actifs sur le terrain, qui ont déjà pris les devants, Dieu merci, parce qu'on doit préparer sans cesse, mais c'est parce que certains ont déjà bâti. Et là, on aura l'occasion d'entendre un peu la vision d'un entrepreneur qui est déjà d'une certaine façon actif, mais par une stratégie particulière sur les marchés canadiens. Je vous présente donc M. Charles Boulanger, qui est chef de la direction de l'EDAR Tech. Si vous allez sur le site web, vous allez voir que ce n'est quand même pas banal parce qu'on est dans les véhicules autonomes, mais en fait, c'est dans l'encadrement des véhicules autonomes. Et M. Boulanger, je vais vous laisser évidemment, c'est vous qui allez avoir l'occasion de nous présenter davantage votre entreprise, ce qu'elle est, depuis combien de temps elle est active, et préciser un peu, là, parce que c'est vraiment des secteurs de pointe, ce dans quoi vous agissez. Oui, bien, merci beaucoup, René. Bon, assez simplement, je vais essayer de faire ça pas trop technique, mais l'EDAR Tech, essentiellement, nous, on vise à accélérer le déploiement ou l'industrialisation en grand volume des véhicules autonomes et des systèmes d'aide à la conduite beaucoup plus développés que les systèmes que vous avez aujourd'hui. Alors, on offre, nous, essentiellement, un ensemble de technologies uniques qu'on a assemblées ensemble et qu'on a mis dans un modèle, essentiellement, qui les interrelie tous ensemble et qui leur permet d'avoir une flexibilité, de la portabilité, de la modularité, essentiellement. Donc, nous, on ne vise pas à essayer de démontrer qu'un véhicule peut être autonome. On considère que ça, c'est déjà fait. Et nous, on est vraiment dans l'industrialisation à haut volume qui va requérir évidemment des systèmes
optimisés, beaucoup plus qui sont moins énergivores, qui demandent moins de processing de data et puis qui vont aussi être beaucoup moins chers. Alors, c'est vraiment l'alignement qu'on a pris. On est pas mal à l'avant-plan comme entreprise à l'échelle mondiale dans ce qu'on fait. On a des technologies qui sont uniques. On est reconnu pour ça d'ailleurs à travers le monde. Et donc, c'est vraiment le positionnement qu'on a pris. Aujourd'hui, bon, on est basé dans la ville de Québec, un peu une anomalie parce qu'on est dans ce qu'on appelle un fabless, c'est-à-dire dans le semi-conducteur et dans le software, dans l'automobile. Alors, c'est un petit peu, je dirais, ça peut paraître une anomalie, mais je vais en parler un peu plus tard pourquoi je ne crois pas que ça en sera une dans le futur. D'être à Québec. On a des bureaux à Montréal, à Toronto, à Linz en Autriche et en Israël, mais on a des gens au Japon, en Chine, en France, en Italie, évidemment plusieurs endroits aux États-Unis aussi, et qui couvrent les divers marchés. Là. On est environ 230 personnes dans l'entreprise aujourd'hui. Et nos clients, essentiellement, ce sont les grands manufacturiers automobiles et ce qu'on appelle les équipementiers, les équipementiers automobiles. Écoutez, vous avez ouvert la porte, on ne la refermera pas tout de suite. Là. Vous avez parlé d'une anomalie à Québec. Il y a bien des gens qui sont de Québec. Moi, en commencer, je ne pense pas que ce soit une anomalie quand on travaille à partir de Québec, mais peut-être dans ce registre-là, ça peut en être un. Pouvez-vous expliquer un peu le fond de votre pensée? Oui, en fait, merci René d'ouvrir ça. Non, le Québec, ce n'est pas vraiment l'anomalie. Ce qui est un peu perçu peut-être comme une anomalie, c'est le secteur de l'automobile déjà au Québec n'est plus vraiment présent. On le sait, il est concentré aujourd'hui sur l'Ontario pour ce qui est du Canada. Mais c'est surtout le fait que nous, on a intégré des technologies dans des semi-conducteurs et on a des logiciels d'intelligence artificielle appliqués au secteur de la mobilité et de tous les types de transports. Évidemment, on est beaucoup dans le secteur de l'automobile et des voitures pour passagers, mais tout à l'heure, Catherine parlait des drones, parlait d'un paquet de choses, donc on est dans beaucoup d'autres secteurs de façon par retombée, de façon indirecte. Ce qui est un peu l'anomalie, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu le Québec beaucoup, je dirais même pas juste la ville de Québec, mais le Québec d'une façon générale, comme étant des joueurs qui pouvaient jouer beaucoup dans les softwares appliqués dans des industries comme l'automobile. Et moi, je crois que, je veux relever un peu sur ce que Catherine disait un peu plus tôt, qu'il y a une grande opportunité pour le Québec et pour le Canada en général, mais pour le Québec notamment, et pour les entreprises du Québec, de se positionner dans ce que je voudrais appeler peut-être l'automobile 2.0. Pour moi, l'automobile 2.0, on entend beaucoup parler dans les journaux. D'ailleurs, on en a fait beaucoup état aujourd'hui de la voiture électrique. Alors, je ne veux pas diminuer ce que la voiture électrique est et la complexité d'amener la voiture électrique, mais pour moi, ce n'est pas là la grande révolution. Pour moi, c'est un changement d'énergie essentiellement. On passe de l'essence à l'électricité. Ben oui, il y a des complexités, il y a toutes sortes de choses, mais les grandes révolutions dans l'automobile sont vraiment dans l'automobile autonome et ce qu'elle va amener parce que la connectivité est déjà beaucoup plus développée. Les autres secteurs qu'on appelle pour les 4 grandes transformations de l'automobile, qui est le shared, si vous voulez, le partager, le connecter, l'électrique et l'autonomie. Celle qui va dans ces 4 technologies-là, qui va amener le plus de transformations, c'est clairement les véhicules autonomes. On n'a peut-être pas le temps aujourd'hui de couvrir tout ça, mais je vous dirais, et dans ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que les voitures sont en train, et pas juste les voitures, les autobus, tous les systèmes de transport, et ça va beaucoup se diversifier, là, les termes de catégorie, sont en train de devenir, en fait, des systèmes entièrement définis par le software et deviennent des centres de données sur roue, essentiellement. Et les opportunités d'affaires, en ce sens, là, que ça amène, sont gigantesques. Beaucoup plus que dans le hardware. Et donc, il y a vraiment l'opportunité. Excusez. Là, parce que là, vous êtes vraiment emballé on va revenir sur le commerce interprovincial parce que c'est le but de la discussion, mais on voit à quel point vous regardez l'ensemble de ces développements-là à venir, ça peut être gigantesque. Maintenant, vous avez abordé un modèle d'affaires un peu différent d'autres pour justement aller de chaque côté du marché, que ce soit à l'est ou à l'ouest. Pouvez-vous nous dire la stratégie que vous avez adoptée justement, là, maintenant qu'on est convaincu Oui, je m'en allais là, René, mais c'est correct, mais tu as bien fait de me ramener. Écoutez, oui, nous, effectivement, ce n'est pas une approche client. Nous, nos clients sont vraiment mondiaux. Oui, il y a des manufacturiers d'automobile au Canada, mais les grosses décisions dans ces genres de transformations-là, elles se font au Japon, elles se font en Chine, elles se font en Allemagne, elles se font en Corée et en Chine, évidemment. Et
Et donc, nous, l'approche qu'on a prise, c'est pour être plus fort à l'international, c'est de faire des collaborations ailleurs au Canada. Il y a beaucoup d'expertise au Canada dans le domaine de l'automobile et des softwares notamment. Et donc, c'est d'aller puiser là dans des collaborations pour nous renforcer essentiellement à l'international. Et je crois que là, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Catherine parlait tout à l'heure de l'APMA. Bon, on est membre de l'APMA, évidemment, mais même que mon chef de l'exploitation est membre du conseil d'administration de l'APMA. On a ouvert un bureau à Toronto. On travaille avec des entreprises comme QNX, on travaille avec des gens comme Stellantis, on travaille avec un paquet. Donc, on est très intégré dans l'écosystème. Et donc, on s'est vraiment axé vers une approche de collaboration, même avec des gens dans le software dans diverses provinces. Et donc, c'est vraiment cette approche-là, parce que les problèmes auxquels s'adresse ce qu'on fait, là, la voiture, sont extrêmement complexes et ça prend beaucoup de types de ressources. Et je voudrais faire le levier aussi sur ce que Catherine a mentionné, plus facile de faire affaire au Canada. Moi, je vous dirais, il y a des choses, j'ajouterais même sur ce que Catherine mentionnait, la langue, bien que le fait français, on est très fait du fait français au Québec, mais le reste du Canada parle plus anglais. Mais lorsqu'on veut faire des choses à l'international, il ne faut pas oublier, moi, j'ai des gens en Israël, j'ai des gens en Allemagne, j'ai des gens en Autriche, au Japon, en Chine. C'est pas mal plus compliqué en Israël et en Chine sur la langue que c'est avec l'anglais. Le système fiscal, toute la propriété intellectuelle. Il y a un paquet d'enjeux qui fait que c'est beaucoup plus facile de faire les choses. Et puis culturellement, bon, des fois, au Québec, on a tendance à dire, bon, les Canadiens anglais, les Canadiens français, mais malgré tout, les Canadiens anglais sont beaucoup plus près des Canadiens français que beaucoup au niveau culturel. Alors, c'est des choses qui permettent d'avancer plus vite dans ce genre de collaboration-là et je crois, d'être plus fort à l'international globalement, d'aller chercher ces partenariats-là ailleurs dans les autres. Évidemment, pour nous, c'est beaucoup l'Ontario, pour toutes les bonnes raisons que Catherine a énoncées là, avant moi. Vous en avez évoqué, là, vous les avez effleurés, mais à travers tout ça, même si c'est un marché de vaste potentiel et que vous avez déjà une emprise, ou enfin peut-être une entrée plus facile du fait de la proximité, il doit quand même y avoir des défis. Il y a dû avoir des défis là, pour essayer d'établir ces jonctions-là, des enjeux particuliers dans le domaine très pointu qui est le vôtre. Est-ce qu'il y en a qui vous sont apparus peut-être plus déterminants que d'autres, qu'il a fallu rencontrer et que vous avez été heureux de pouvoir surmonter? Bien franchement, René, je te dirais que comparé aux défis qu'on a eus en Israël ou en Chine ou au Japon, c'est de la tarte au sucre. Là. Tu sais, je veux dire, elle n'est pas parfaite là, nécessairement. Oui, pour avoir une meilleure coordination entre les programmes de support ou d'aide, mettons, entre le Québec et l'Ontario ou entre les provinces, on a eu du support à la fois du côté du Québec et du côté de l'Ontario. Mais dire qu'il y a des problèmes majeurs, tu sais, je dirais vraiment, ça se fait très facilement au Canada d'une façon générale, comparé à lorsque, juste engager des employés dans un autre pays, c'est beaucoup plus compliqué qu'engager des employés. Aussi simple que ça pour les payer, le système de paie. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Aussi simple que ça. Même un employé qui travaille de chez lui, c'est pas mal plus compliqué à engager en Autriche qu'engager à Toronto ou en Alberta. Est-ce que vous avez eu l'aide de ressources? On a eu ces mots-là des chefs de poste à Toronto, dans les provinces atlantiques, puis aussi d'autres ressources d'encadrement. Est-ce que vous avez pu obtenir justement de ce soutien? Vous n'avez quand même pas cheminé seul, j'imagine, dans ces démarches? Tout à fait. Diverses étapes de développement de l'entreprise. Évidemment, au début, on a eu de l'aide du gouvernement du Québec, de la délégation du Québec à Toronto, même il y a plusieurs années de ça, encore lorsqu'on a établi notre bureau aussi. Alors, les gens collaboraient avec nous. Il y a des liens qui ont été faits aussi avec les gens de l'Ontario. Les gens se parlaient, évidemment, et puis il y avait une coordination qui était faite de ce côté-là. Alors, oui, on a eu un support qui a été précieux, évidemment. Là, aujourd'hui, on est un peu plus autonome, mais encore une fois, je regarde la semaine prochaine, j'ai un appel à quelqu'un pour les États-Unis. Évidemment, ce n'est pas interprovincial, de me dire, mais on est rendu on avait des communications avec les gens de Munich, mais moi, ce que je voudrais passer comme message aussi, c'est que souvent, on regarde à l'international, puis on oublie des fois le contexte intercanadien. Puis moi, ce qui me frustre beaucoup souvent, des fois, c'est quand on arrive dans des salons ou des expos plus chauds, puis je rencontre des Canadiens d'Alberta ou de la puis c'est comme si c'était quelqu'un d'un autre pays. Alors, moi, je pense que malgré tout, on peut être québécois, mais je pense qu'il faut avoir une fibre canadienne un petit peu. Puis les Canadiens sont fiers de s'associer ensemble et de développer des technologies puis de collaborer. Et je crois qu'il y a une opportunité, je ne dirais pas manquée, mais pas bien exploitée, clairement. Moi, j'ai vraiment l'ambition de collaborer là, dans l'industrie de l'automobile, à établir là, un Silicon Valley of the North, de Québec à Toronto, dans le software, dans ce qui risque d'être à peu près l'une des plus grandes transformations industrielles au monde.
Et il y a une opportunité, là, parce que le 2.0, c'est plus du hardware, c'est plus bâtir des usines, c'est tout du software. Et il y a une immensité de talent en intelligence artificielle et en software, notamment au Québec et dans tout le corridor Québec-Toronto, incluant Ottawa. Donc, il y a des grandes collaborations à faire là-dedans. Et puisque vous avez déjà encore là, ouvert la porte en disant, moi, ce que j'aimerais qu'on retienne, est-ce que vous avez en tête d'autres conseils pour des gens qui sont dans le marché du transport en général, mais on sait à quel point c'est éclaté, mais compte tenu de l'expérience que vous avez vécue, des leçons que vous en avez retirées, est-ce qu'il y a des éléments qu'on pourrait offrir aux gens qui nous écoutent et qui se disent, ah ben, manifestement, ça vaut la peine d'y aller? Oui, bien, premièrement, évidemment, le conseil de base du moment qu'on va exporter en dehors, c'est d'avoir l'esprit ouvert. C'est vrai, si on va aller à l'étranger, mais c'est aussi vrai à l'extérieur du Québec, si on veut aller ailleurs au Canada. Il faut avoir donc un esprit ouvert. Et moi, vraiment, j'encourage beaucoup les collaborations et les supports. Ce n'est pas juste vendre à des clients. Des fois, c'est s'associer à des gens qui complètent nos produits, qui nous permettent d'avoir un meilleur accès au marché. Alors, il faut penser un peu plus intégré, plutôt système, surtout dans les parties software, parce que de plus en plus, tout devient software. Et il y a des opportunités vraiment gigantesques là. Puis les intégrateurs, Catherine référait à des Stellantis tout à l'heure, vont de moins en moins vouloir acheter ce qu'on appelle des one-trick pony. En tout cas, je ne sais pas comment traduire ça, tu as peut-être une expression pour ça. La bébelle a une chose. Alors, des fois, il est important de se regrouper dans un écosystème, d'intégrer sa technologie avec d'autres technologies, et ce qui fait que ça amène à des... Donc, pour ça, il faut établir certains partenariats. Et il y a une base, en tout cas, pour l'industrie de l'automobile qui est en transformation. Il y a vraiment une base d'entreprises qui ont de l'expertise. Je pense à QNX, notamment en Ontario, avec qui est un partenaire stratégique avec nous. Et, tu sais, pour avoir vraiment beaucoup, beaucoup d'accès au marché et intégrer. Moi, je pense que ce sera ça la règle. Pas juste penser à vendre, penser des fois un petit peu plus stratégique et penser que le Canada peut nous aider à devenir plus fort plutôt qu'aller tout seul là, sur les marchés internationaux. En tout cas, manifestement, vous connaissez votre matière et vous la sentez de façon assez, je vais dire, intense, parce que ce que vous venez de nous présenter, là, fait juste nous permet de rêver à ce que ça va devenir un jour, ce qui était de la science-fiction il n'y a pas si longtemps, qui est en train de se concrétiser, et vous en êtes un des acteurs, et vous-même, vous allez faire partager nos voisins canadiens de l'expertise qui a été développée ici. Ce n'est pas banal. Charles Boulanger de l'EDARTEC, merci beaucoup. Et avant de laisser le mot à Claudine, parce que là, je sais que je vais redire, mais je voulais signaler que quand le programme Corex, puis je pense que on vous a vu d'ailleurs à cet égard-là, en tout cas, il me semble, enfin, on a interviewé des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs. Il y a eu des milliers de gens qui ont participé à des sessions qu'on a présentées aux quatre coins du Québec dans ces 8 années. J'ai pu voir Claudine à l'œuvre qui a vraiment mené de main de maître, qui était la pilote de ce programme Corex. Je répète, qui veut dire corridor d'exportation. Je lui souhaite la meilleure des chances. Et c'est Florent Favrel qui va prendre le relais et je pense qu'on est entre bonnes mains. Claudine a bien montré le chemin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Boulanger. Merci. Merci beaucoup, René. Merci beaucoup, M. Boulanger, pour votre témoignage fort intéressant, inspirant. On sent bien votre passion. Merci aussi, René, de m'avoir rappelé des bons souvenirs que j'apporte avec moi dans ma nouvelle aventure. M. Boulanger, c'est une très belle façon de clore ce mois de promotion du commerce interprovincial que de le clore sur une note de collaboration. En fait, le développement de nos échanges avec les autres provinces canadiennes passe non seulement par l'exportation, mais aussi par le développement de partenariats, d'alliances stratégiques, par le partage ou la mise en commun d'expertise qui nous permettent de renforcer notre positionnement et notre présence sur les marchés étrangers. Alors, c'est un beau modèle d'affaires à suivre. Donc, notre mois de promotion du commerce interprovincial tire à sa fin. Je tiens à remercier particulièrement les chefs de poste pour les nombreuses occasions d'affaires que vous nous avez fait découvrir au fil des semaines. Merci également à René Vézina d'avoir animé l'ensemble de ces activités pour reprendre votre expression de main de maître. C'est toujours un grand plaisir de collaborer. Je remercie à nouveau Investissement Québec, le gouvernement du Québec. Je remercie également le réseau des chambres de commerce du Québec et le réseau des ORPEX. Je vous rappelle que les présentations
présentations des intervenants vous seront acheminées par courriel avec un sondage de satisfaction à la fin de l'événement, un sondage que l'on vous invite à compléter. C'est important pour nous de recueillir vos commentaires et de vous présenter toujours des activités bonifiées. Vous aurez également dans ce courriel le lien vers le portail dédié à l'initiative si vous voulez revisionner certains des événements. Donc, ce sera possible de le faire via le portail. Pour ceux qui participent aux séances de réseautage éclair, vous devriez avoir reçu le lien pour vous connecter à l'heure qui vous a été confirmée. Alors, je vous souhaite à ceux qui y participent de très bonnes rencontres et sachez que ce sont plus de 80 entreprises qui ont présenté leurs produits et services et qui ont discuté de leur visée sur le marché canadien avec les chefs de poste et leur équipe. Alors, elles ne manqueront pas de travail au fil des prochaines semaines, mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que ce sont 80 entreprises qui peuvent contribuer à la croissance et à la relance économique du Québec en passant par le marché canadien. Alors, notre prochaine activité, on vous donne rendez-vous le 23 mars prochain pour un événement présenté dans le cadre de la série Les grands exportateurs Corex où nous recevrons Richard Ouellette et Raphaël Jacob dans une conversation animée par René Vézina sur les relations canado-américaines à l'ère Biden. Il y aura certainement certains défis, mais aussi probablement de très grandes opportunités pour les entreprises québécoises du côté du marché américain sous cette nouvelle administration-là. Donc, ils auront l'occasion de nous en dire davantage. Et une petite parenthèse plus personnelle, comme le mentionnait Charles, et je le remercie pour ses bons mots et je vous remercie à tous pour vos bons mots. La fin du mois de promotion du commerce interprovincial vient également conclure d'une belle façon mon passage à la Fédération après plus de 8 ans à collaborer avec des entrepreneurs inspirants, des partenaires et des collègues d'exception. Alors, je repars avec un très beau bagage, riche en rencontres, en apprentissage, en expérience, qui me servira certainement dans mes nouvelles fonctions. Alors, ça a été un réel honneur de faire partie de la grande famille de la Fédération. Alors, sans plus tarder, je ne vous retiens pas plus longtemps, je cède la parole à Claude Gagnon, président de BMO Groupe Financier Québec, que je remercie d'ailleurs pour son soutien indéfectible et sa grande collaboration au sein des initiatives du programme Corex. Alors, M. Gagnon, la parole est à vous. Merci beaucoup, Claudine. Écoute, avant de remercier tous nos présentateurs de ce midi, je veux également Vous êtes sur silencieux, M. Gagnon. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend maintenant? Oui, on vous entend. Bon, alors je recommence, je m'excuse. J'étais parti avec les sonnettes. Je disais simplement qu'avant de remercier nos présentateurs de ce midi, je voulais prendre quelques minutes, Claudine, pour, au nom de tous ceux qui sont derrière les écrans, tous ceux qui sont dans l'ombre, tous ceux qui ont collaboré au fil des ans et tous ceux au sein de mon organisation avec qui, notre organisation chez BMO, avec qui tu as eu l'opportunité de travailler. Alors, je me joins à eux pour te remercier de tout ce que tu as fait au cours de ces 8 dernières années. Vraiment, tu as été très présente, très à l'écoute, une personne très innovatrice également. Et ça a été un succès. Tu as permis à la Fédération des chambres de commerce du Québec de poursuivre son apprentissage, de grandir. Et on en est très reconnaissant et on est très heureux de savoir que tu gardes quand même dans tes cordes le développement d'affaires et de promouvoir le Québec. En même temps, mais je voulais aussi en profiter pour remercier tous nos présentateurs de ce midi, que ce soit Mme Tadros, Maud André Lefebvre, Mme Gatignol, Mme Brassard et aussi M. Bélanger. Très, très intéressant. Je vous dirais que je passerai l'après-midi à vous écouter et à échanger avec vous. Notre animateur, grand chef d'orchestre, René Vézina, que je salue et que je remercie également. Et permettez-moi juste une petite ouverture en terminant, juste pour vous dire que BMO, qui est le partenaire principal de ces rencontres, BMO, c'est la première banque canadienne. Et on a été fondé par des entrepreneurs comme vous, des gens qui nous écoutez. Donc, c'est un groupe d'entrepreneurs qui ont décidé de se mettre ensemble pour être capable de mieux développer le filet commercial, industriel, économique. Ça a commencé par Montréal, le Québec, et finalement, ça s'est étendu d'un océan à l'autre. Et aujourd'hui, on nous retrouve sur les 5 continents.
Donc, ceux qui ont des besoins et qui pensent que les institutions financières canadiennes ne comprennent pas ce qui se produit actuellement, écoutez, on est oreille au terrain, on est sur le terrain de façon continue, on est en contact direct et continu avec les 5 continents. Donc, on pourra sûrement vous aider, vous guider, vous supporter. Donc, ça nous fera plaisir de poursuivre et de vous aider à grandir. Sur ce, je souhaite bonne fin de journée à tous. Merci encore à nos intervenants d'aujourd'hui. Et Claudine, au plaisir de te revoir bientôt, mais surtout souvent. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, M. Gagnon, pour vos bons mots. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir.